tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, l'émission incontournable pour tout savoir sur les actualités minières et énergétiques du Mali, offerte par Temac. Au sommaire de ce mois de juin, investissement minier au Mali, une masterclass stratégique sur les opportunités, les enjeux et la sécurisation du capital. Quinzaine de l'environnement 2026, le secteur minier s'engage pour des pratiques plus responsables et durables. Suspension de l'orpaillage. Après le communiqué du ministère des Mines, M. Amadou Sanoussi Dafé lance un appel à la responsabilité et au respect strict des mesures en vigueur. Rapport ITUE 2024, campagne nationale pour renforcer transparence et redevabilité dans le secteur extractif. Préserver des vies et limiter les risques liés à l'hivernage. C'est l'objectif de la suspension temporaire des activités d'orpaillage. Une mesure destinée à renforcer la sécurité sur les sites miniers. En tant que fêtière et responsable, j'appelle aux artisans miniers, aux coopératives, aux fédérations, aux unions, aux fédérations de respecter ce communiqué qui va dans le sens de la protection de la vie humaine de l'artisan minier et qui va aussi dans le sens de pouvoir préserver l'environnement parce que pendant la période hivernale, il y a beaucoup d'accidents au niveau des sites miniers. Nous appelons au bon sens de responsabilité et de patriotisme des artisans miniers afin que nous puissions observer cette période pour éviter des accidents au niveau des sites miniers. Depuis plusieurs années, les organisations d'orpailleurs sensibilisent les communautés minières à cette mesure, malgré les défis qu'elle représente pour les artisans. Nous pensons que depuis 2015, au niveau de nos fêtières, nous sommes là en train de sensibiliser l'artisan minier afin de pouvoir s'adapter à ce rythme pour pouvoir trouver des activités pendant cette période de soudure, que je puisse dire, afin que l'orpailleur puisse s'orienter peut-être vers l'agriculture, vers l'élevage, vers les femmes, vers les maraîchages. Ceci dit, j'avoue que ce n'est pas facile. Ça fait des manques à gagner au niveau de l'artisan minier parce qu'il faut trouver des moyens pour faire vivre la famille. Et même du côté de l'État aussi, ça fait des manques à gagner. Parce que les artisans miniers aujourd'hui, avec la production minière, contribuent beaucoup au développement de ce pays. J'appelle pour une dernière fois au bon sens de tous les artisans miniers, afin que nous puissions respecter cette lettre de Monsieur le ministre, qui ce n'est pas une lettre d'aujourd'hui, c'est depuis 2015. Il y a eu l'arrêté interministériel et nous sommes prêts. Nous sommes prêts, on est habitués et je pense qu'on va remplir le contrat. Le Mali dispose d'un potentiel minier considérable, mais comment transformer cette richesse en opportunités concrètes pour les entreprises et les investisseurs nationaux? Au cœur du CIEM 2026, experts, autorités et opérateurs économiques ont partagé leur vision d'un secteur minier plus inclusif, plus industriel et davantage créateur de valeur pour l'économie nationale. C'est avec un réel honneur et un immense plaisir que je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette première masterclass dans le cadre du Salon pour les industries extractives du Mali, CIEM Mali. Et nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un thème d'une importance stratégique. Je cite, investissement dans les projets miniers au Mali. Alors, Monsieur Koulibaly, bienvenue. Ma question est simple, mais essentielle. Concrètement, comment est-ce qu'un Malien lambda peut décider de rentrer au capital d'une mine aujourd'hui? Aujourd'hui, l'activité minière est gérée, n'est-ce pas, à travers des règles et des lois. Donc, il y a pratiquement la loi numéro 2023, n'est-ce pas, 040, n'est-ce pas, du 29 août 2023, qui détermine tout ce qui est les règlements, et la décision 2024-0396 du 9 juillet qui fixe, n'est-ce pas, les modalités et les conditions d'application de cette loi. Le secteur minier est régi par 5 titres miniers. C'est l'autorisation d'exploration et le permis de recherche qui sont habilités pour la phase de recherche. Pour l'autorisation d'exploration de recherche, n'est-ce pas, il faut faire une demande qui est adressée, n'est-ce pas, au ministre des Mines
Et il est également attribué par décision du ministre des Mines. Donc il y a des procédures, mais je ne vais pas m'attarder sur cette procédure. Le permis de recherche, n'est-ce pas, vraiment, ça c'est un titre, n'est-ce pas, n'est-ce pas, pour faire la demande, il faut s'adresser à l'administration minière. Et notamment, la demande, elle est adressée, n'est-ce pas, au ministre des Mines. Et il est attribué, n'est-ce pas, par décret, n'est-ce pas, pris en Conseil des ministres. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir ces titres, il y a des procédures, il y a des pièces à fournir. Il y a des documents, n'est-ce pas, d'ordre administratif, mais aussi il y a des documents, n'est-ce pas, d'ordre technique. C'est faire un permis de recherche, il faudra d'abord que vous créez, n'est-ce pas, une société de droit malien. C'est vraiment très important. Il faudrait que vous ayez ces pièces administratives, n'est-ce pas, qui sont les suivants. Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'immatriculation au registre du commerce. Il y a les copies certifiées, n'est-ce pas, de différents statuts. Il y a le numéro d'identification fiscale. Il y a ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs, n'est-ce pas, de la société. C'est très important pour tracer, n'est-ce pas, toute la procédure. Il y a ce qu'on appelle aussi les pièces d'identité, n'est-ce pas, des différents gérants, des différents directeurs. C'est vraiment très important. Il faut quand même que la société soit domiciliée au Mali. C'est vraiment très important. Il faudrait soumissionner pour la substance qu'on veut. Est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est le diamant? C'est vraiment très important. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi les coordonnées géographiques de la zone. Et il faut situer, n'est-ce pas, la substance demandée à travers un périmètre. Mais ce qui est le plus important, il faut avoir les capacités techniques et financières. Parce que n'importe qui ne peut pas faire des recherches. Il faut avoir cette capacité technique et financière qui vous permet d'entreprendre les recherches à travers un programme de travail dans un premier temps qui est donné pour 3 ans. Et là aussi, il faut faire une caution bancaire qui est placée dans une institution financière de la place. Maintenant, pour les titres d'exploitation, il y a 3 titres en fait. Il y a ce qu'on appelle le permis d'exploitation artisanale, n'est-ce pas, qui est délivré, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, les communes. Mais il y a ce qu'on appelle aussi le permis d'exploitation de petites mines et le permis d'exploitation de grandes mines. Donc pratiquement, ça satisfait aux mêmes conditions que le permis de recherche, sauf que dans la procédure, ici, il y a des étapes. Parce qu'il faut savoir que la condition sine qua non pour avoir un permis, n'est-ce pas, de petites mines et un permis de grandes mines, il faut obligatoirement passer par la phase de recherche. Tant qu'on n'a pas un permis de recherche, on ne peut pas passer à la phase d'exploitation directement. Okay. C'est vraiment très important. Donc, les documents additionnels, c'est quoi? Pour avoir une petite mine et pour avoir une grande mine, c'est vraiment très important. Il faut quand même qu'on arrive, n'est-ce pas, à avoir les décrets, n'est-ce pas, qui ont attribué, ou l'arrêté, qui ont attribué le permis de recherche. Ça, c'est vraiment très important. Il y a aussi ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Et cette étude de faisabilité va tenir compte de beaucoup de paramètres. Donc, il y a plusieurs trucs là. Il y a les études économiques, il y a les phases de construction, il y a peut-être des tests qu'il faut faire. C'est vraiment très important. Il y a aussi ce qu'on appelle le plan de développement communautaire. Le plan de réhabilitation, n'est-ce pas, des mines et de fermeture, le permis environnemental. Il y a ce qu'on appelle aussi le plan de ce qu'on appelle de gestion environnementale. Aujourd'hui, quels sont les besoins industriels les plus urgents dans les mines, selon vous? Moi, je dirais que tout est urgent dans les mines. Aujourd'hui, quand on regarde dans les mines, les besoins sont vraiment importants dans le domaine de l'industrialisation. Dans l'industrie minière, quasiment tout vient de l'extérieur. Les gens ont tendance à dire que le contenu local, le Mali n'est pas prêt. Bon, les gens, il n'y a rien à faire parce qu'on n'a pas d'industrie, on n'a pas ceci. C'est tout à fait normal parce qu'on est au début. La loi même est votée 2023 en maintenant, ça fait quasiment 2 ans. Donc, je dirais qu'on est bébé dans cette histoire. Donc maintenant, il faut se donner les moyens. Déjà, ça commence déjà avec les grandes sociétés. Les grandes sociétés sont en train de venir faire des joint ventures avec les sociétés locales maliennes. Je viens de quitter dans une conférence au Canada récemment. Il y a même des grandes sociétés, ils ont posé la question comment ils peuvent accéder aux sociétés locales maliennes pour pouvoir faire des joint ventures et éventuellement aller dans le transfert des compétences et dans l'industrialisation dans un bref délai. Je leur ai fait savoir que ACPM est une association qui regroupe environ entre 70 à 75 sociétés qui sont déjà inscrites dans l'ACPM. Donc, ils peuvent aller sur le site internet. Le profil de chaque société est très bien défini et faire des joint ventures avec eux. Bon, juste pour la petite histoire aussi, pour vous éclairer encore davantage. En 2017, moi, personnellement, j'ai eu un contrat avec une société étrangère, une société américaine précisément.
Ils m'ont invité aux États-Unis. Donc, lors de l'entretien, ils m'ont fait savoir clairement que si tu arrives à atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires, nous, on va venir installer un atelier de fabrication qui va couvrir la sous-région. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est le volume qui est important aux yeux de ces grandes entreprises-là. Si nos entreprises arrivent à faire des joint ventures avec des sociétés étrangères et que ces sociétés étrangères voient que l'entreprise locale arrive à faire le volume, surtout avec le contenu local, il faut reconnaître que dans un bref délai, on va passer à l'industrialisation et au transfert de compétences et très rapidement. Et là, ça va beaucoup aider les jeunes, ça va booster notre économie de façon générale. Alors, M. Touré, la question elle est simple. Quels sont les projets structurants possibles pour industrialiser les besoins des mines en impliquant les opérateurs économiques maliens? Donc tout d'abord, il faut noter clairement que l'industrialisation n'est pas du tout facile au Mali. C'est très difficile. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement dans le secteur minier. Les industries, dans l'agro-business, dans l'énergie, tout le monde a des difficultés. On a même créé un service qui s'appelle la Aftercare, suivi des investissements au niveau de la pays Mali. Là où on va visiter des industries, on essaye de recenser les doléances, les difficultés, et puis voir quelles sont des réformes qu'on peut passer pour encourager l'investissement. Et on voit que c'est difficile dans tous les secteurs, notamment à cause de l'électricité. Maintenant, le manque de carburant, des fois les gens disent que le personnel n'est pas bien formé ou bien qu'il y a la concurrence déloyale. Donc tout ça pour dire que l'industrialisation est difficile, mais il existe des dispositifs en place pour encourager et favoriser l'industrialisation. Parce que c'est une des priorités du gouvernement et de tout le monde, surtout à travers la nouvelle vision Mali 2063. Donc ici sur le slide, on peut voir un peu la structure de l'économie du Mali. Et puis c'est la même pour l'économie de plusieurs pays. Là où il y a le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Le secteur primaire, c'est tout ce qui est focalisé sur la production, que ce soit la production agricole ou bien quoi que ce soit. Le secteur secondaire, c'est tout ce qui est transformation. Donc ça, c'est plus l'industrie. Et le secteur tertiaire, c'est tout ce qui est service, commerce, l'éthique. Donc pour le Mali, à peu près 90% de l'économie est basée sur le secteur primaire et le secteur tertiaire. Donc tout ce qui est production et tout ce qui est distribution, commerce. Donc il n'y a que 10% de l'économie qui est focalisée sur l'industrie. Donc c'est sur ça qu'on est en train de promouvoir. Vous avez demandé comment favoriser l'industrie. C'est comme dans tous les secteurs. C'est premièrement, identifier le besoin pour les mines et de voir si on est en capacité de répondre à ces besoins, que ce soit la production ou bien que ce soit la qualité. Parce que les mines ont toujours des normes de qualité, de certification qu'il faut qu'on puisse atteindre avant de fournir les mines. Et troisième, essayer de profiter des lois de contenu local pour avoir un avantage. Une des méthodes qui est possible mais qu'on ne voit pas souvent pour justement atteindre ces besoins, c'est de faire des consortiums entre PME pour desservir les mines. Parce qu'on voit que souvent les PME n'arrivent pas à répondre aux besoins des mines et les mines ne donnent pas les contrats directement à des petites et moyennes entreprises parce qu'ils ont besoin de gros montants, une grosse quantité ou bien le niveau d'investissement est trop élevé pour les petites et moyennes entreprises. Donc ce qui est possible, c'est de créer ce qu'on appelle des groupements d'intérêt économique, des GIE. Donc ça permet aux entreprises de rester séparées, mais de se rassembler pour un but précis. Donc que ce soit un marché précis ou bien que ce soit lever un financement dans une banque pour accéder à un marché ou bien pour créer une industrie. Alors concrètement, comment un Malien peut-il entrer aujourd'hui au capital d'une mine? Historiquement, les Maliens pouvaient déjà investir dans le capital social des sociétés minières. Le capital social est ouvert, mais pas au Mali. Ils sont ouverts à l'international. Donc, quand vous voyez, ce sont généralement des sociétés qui sont cotées et on peut investir en bourse pour entrer dans le capital du groupe, pas de la société malienne. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est quand généralement on n'est pas résident du pays dans lequel ces sociétés sont domiciliées. Il y a une panoplie
de documents qu'on va vous demander. On va vous demander d'être résident dans ces pays-là, d'avoir des pièces d'identité, d'avoir une résidence fiscale, etc. Donc, c'est quasiment impossible, si vous n'êtes pas résident de ces pays-là, d'investir dans ces pays-là, à moins que vous passiez par des sociétés d'intermédiation en Afrique qui peuvent investir pour vous dans ces pays-là. L'État a vu ce problème-là et dans l'optique, dans le souci vraiment de créer des Maliens qui peuvent investir dans le secteur minier, qui peuvent détenir des mines dans un avenir proche, l'État a essayé vraiment de faire passer des lois pour faciliter l'entrée des Maliens dans ces capitaux-là. Ça, c'est venu avec le Code minier de 2023, où la loi prévoit qu'il faut donner 5% de la société, du capital social de la société malienne à des Maliens. Mais concrètement, comment c'est possible? Il y a la Sopamine qui a été créée, Société de patrimoine minier du Mali, qui a été créée, qui va servir aux Maliens pour investir dans ces sociétés-là. Notamment aussi un décret qui est prévu. Je ne vais pas donner les détails de ce décret-là parce que ce n'est pas encore une loi. Ce décret va prévoir concrètement comment les Maliens peuvent investir dans ces mines-là. Mais aujourd'hui, c'est la Sopamine qui va détenir ces 5% au nom des Maliens qui vont investir à l'avenir. Par exemple, quand on prend Lithium du Mali SA, le capital social de Lithium du Mali SA, c'est 10 millions de francs CFA. C'est peu. Donc, la valeur nominale de ce capital social-là est très bas. Normalement, on doit donner 5% de ce capital social-là à des Maliens. Donc, le ticket est très bas. Mais quand on prend d'autres sociétés dans lesquelles le capital social est 1 milliard, 2 milliards, le ticket, la valeur nominale de chaque action va dépendre de la valeur globale du capital social. Mais encore une fois, le défi, c'est de permettre à tous les Maliens d'investir s'ils ont envie d'investir. Il ne faut pas qu'on puisse permettre uniquement à un petit groupe, des Maliens qui sont déjà aisés, je n'ai rien contre les Maliens qui sont aisés, mais de donner la même chance à tout le monde pour pouvoir investir dans cette société-là. Et c'est ça le défi, c'est ça qui fait que le décret, il est en préparation, ce n'est pas encore sorti, mais c'est tout le défi que ce décret va poser. Les solutions existent, les besoins sont connus et les opportunités ont été clairement identifiées. Pour les acteurs réunis au CIEM 2026, l'enjeu est désormais de passer des discussions aux relations concrètes. En renforçant les partenariats entre mines, industriels et investisseurs, le Mali pourrait accélérer son industrialisation et créer davantage de valeur autour de ses ressources minières. Crise climatique, préservation des ressources naturelles et engagement citoyen. Le complexe Loulou Gungoto a célébré la quinzaine de l'environnement 2026 en mettant en avant ses actions concrètes pour la protection de l'écosystème. Une mobilisation qui place l'environnement au cœur des priorités du site minier. Le complexe de Logunkoto est une entreprise citoyenne. Nous savons que nous opérons dans une communauté et l'impact des mines, généralement, sur l'environnement peut être grand. Donc, c'est pour cela que depuis les phases de planification, nous adoptons des solutions qui vont dans le sens de la protection de l'environnement. Donc, nous participons de ce fait à la quinzaine, qui est quand même quelque chose qui s'est fait sur le plan national et nous ne voulons pas rester à la traîne. Nous voulons aussi suivre les trains et nous voulons même être en première ligne en ce qui concerne la protection de l'environnement. Quinzaine d'environnement, c'est une activité nationale. Durant ces 12 jours, on doit éduquer, informer, former, sensibiliser pour le changement de comportement de la population. Au jour d'aujourd'hui, les défis environnementaux qui confrontent Kenyeba, on peut en citer entre autres la déforestation, surtout la dégradation, quelle qu'en soit toutes ses formes, la dégradation due à l'érosion hydrique ou éolienne. Autour de nos sites d'exploitation, déjà, on a une politique de RSE qui nous dit que dans notre politique environnementale, par exemple pour la préservation de l'eau, on sait que dans nos opérations, on consomme énormément d'eau. Donc c'est dans ce cadre qu'on a installé des systèmes de traitement pour pouvoir réutiliser au maximum les eaux qu'on a déjà utilisées dans notre système. Ensuite, par rapport à la préservation du sol, on l'a dit, dans nos opérations, on impacte sur beaucoup de zones où il y avait des arbres. C'est dans ce cadre que dans notre politique
tout arbre qu'on a besoin de couper pour nos activités, on est obligé de faire une évaluation environnementale d'abord, avoir une autorisation environnementale, mais aussi avoir un inventaire sur lequel on se base pour faire nos campagnes de réhabilitation. Notre présence ici, je crois que vraiment elle est importante. Le côté assainissement au niveau du complexe, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Et ce que j'ai constaté ici, au niveau du complexe d'ici, vraiment ça va dans l'ensemble. Le milieu est assaini. Et même ceux qui doivent dégager peut-être des gaz toxiques, j'ai eu à poser même des questions également. J'ai trouvé que alors c'est très minime. Tout ce qui touche les questions environnementales touche même la vie des hommes. Parce que l'environnement est directement lié à la vie, à la santé. Donc quand l'environnement est sain, ça suppose qu'il y a une bonne santé. Quand l'environnement est pollué ou avec d'autres problèmes, ça suppose que les gens tombent malades et tout ce qui peut en découler comme conséquence. Mon message est à l'endroit du complexe Lulo Gungoto et qu'ils doivent persévérer dans tout ce qu'on a pu constater de visu ce matin ici. On a vu quand même vraiment beaucoup d'efforts dans le sens de la préservation et de la conservation de l'écosystème. Gouvernement ne ho kama sala dinga di muso be ma kili ko da ba kiri asika be la Rapport 2024 de l'ITIE Mali, où vont les revenus générés par les ressources extractives? À travers une campagne de sensibilisation destinée à la presse, l'organisation a présenté les mécanismes mis en place pour renforcer les retombées du secteur au profit des populations. À chaque fois qu'on se retrouve pour une activité autour du secteur extractif, la fameuse question arrive, l'or brille-t-il pour le Malien? Je crois que la vraie question, c'est jusqu'où sa lumière arrive-t-elle? Parce que du côté de l'emploi, par exemple, elle semble encore éclairer assez peu de monde. Ça veut dire que l'or brille dans les statistiques surtout, mais pas le Malien moyen. La technologie que cette industrie utilise ne permet pas d'employer assez de gens dans cette industrie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux employer les Maliens dans l'industrie minière? Ça a eu sa réponse, c'est la loi sur le contenu local. Les fruits, les volailles, les marchés de volailles et autres, si nous sommes en tout cas dans des entreprises formelles, vous pouvez créer plus d'emplois que la mine. Il y a eu des mécanismes aussi pour que ça profite à la population. Vous prenez le nouveau code minier, en plus des impôts et taxes qu'on verse au gouvernement. On a créé 5 fonds miniers. Je citais les fonds pour le secteur artisanal. Le deuxième fonds, c'est le fonds de développement local. Et le président Assimi a remis le chèque géant de 18 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des mécanismes de prélèvement sur les chiffres d'affaires de ces sociétés qui doivent financer le développement local. C'est que dans ces zones-là, en plus, ça arrive avec les patentes que j'ai présentées. Et là, le code a mis aussi des garde-fous. C'est-à-dire que cet argent, on ne le prend pas pour acheter des voitures ou bien voilà, pour dire non, j'ai construit un siège pour la mairie. Non. Ça va dans des secteurs d'intervention stratégique, comme l'eau. Les gens n'ont pas d'eau à boire, il faut leur donner. Là où il n'y a pas d'école, il faut construire des écoles. Là où il n'y a pas de route, il faut aménager les routes. Bon, on a politique là où je retiens ça voilà Nicolas parce que où des sababouya là information on baisse kata faut yoro reculer les nununa. Voilà, on irait makante ça c'est yoro minuna. Une rencontre qui rappelle que la transparence ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi par l'impact concret des ressources minières sur la vie des communautés. Faire de l'or un véritable levier d'emploi et d'opportunités pour les Maliens, c'est l'ambition portée par la politique de contenu local. En prélude au Forum national des jeunes sur le contenu local, le ministère des Mines, le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le Conseil national de la jeunesse ont engagé une vaste action de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Dans le cadre de la célébration de l'an 5 de la présidence du général d'armée Assimi Goïta, permettez-moi de dire tout d'abord que cette rencontre d'échange
est l'occasion de reconnaître l'engagement de la jeunesse malienne pour l'avenir de notre nation. Un des outils pour parvenir à ce que l'ordre brille pour les Maliens est sans doute la loi relative au contenu local dans le secteur minier. Elle est la pierre angulaire de notre stratégie de développement qui veut que les mines soient pourvoyeuses d'emplois et garantissent des opportunités économiques pour notre jeunesse. Je ne trahis pas de secret en disant que le contenu local offre une multitude d'opportunités pour la jeunesse. De la sous-traitance minière à la fourniture de biens et services, en passant par la logistique, la maintenance, l'ingénierie ou encore les services environnementaux. Mais on sait que c'est que je faut profiter de ni occasion nous nous soro kuma be ministre des mines nanani mo moni spécialiste mo ni bi lu yere teke de bala mo wore talenté consultanté mo worete lu yere teke de ba barala donc no bi bulukoro ibi jija formation fait befo et ka se ka famille soro ala la donc am ministre des mines fo be CNG yere président fo naka mo monu nana yanno. Entre explication des textes, partage d'expériences et perspectives d'emploi, les autorités ont rappelé que la réussite du contenu local passe avant tout par une jeunesse bien informée, qualifiée et engagée. En prélude du Forum national des jeunes sur le contenu local, nous avons jugé nécessaire avec le ministère des Mines et le ministère en charge de la jeunesse d'approprier les jeunes au niveau national pour que nous puissions nous imprégner de tout ce que les plus autres autorités ont pris comme décision afin de favoriser quand même les entreprises au niveau local. Et nous savons très bien que les textes ont été votés, nous avons de très bons textes. Et deuxième chose, c'est de bien outiller les jeunes afin qu'ils répondent aux attentes des sociétés minières. Et nous osons croire qu'avec le contenu local, l'or va encore plus briller pour le Mali, précisément à la jeunesse malienne, comme le président l'a si bien dit. C'est la fin de cette édition Mali Mining News. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain avec Temac.